Parcours d'un champion. Dans vos écoles, dans vos la nation. Une émission de promotion de la culture de l'excellence à travers l'histoire témoignée du parcours tant académique que professionnel de modèles de champions en vue de susciter l'émulation chez les jeunes. Cassius Togo, les jeunes qui osent. Excellence. Bonjour. Nous sommes dans le cadre du projet Les Champions. Je vous présente mes signifiés Excellence. Le Premier ministre, merci d'avoir accepté de nous recevoir dans le cadre de cette émission spéciale dénommée Zoom sur les personnalités modèles des champions. Excellence, plusieurs fois ministre, puis Premier ministre, secrétaire général de l'OUA, actuel UA, vous êtes sans nul doute un des Togolais à la carrière professionnelle politico-diplomatique les plus denses. Mais au-delà de l'homme politique, vous êtes également connu pour votre dévotion à la foi chrétienne, catholique et être membre de la commission pontificale justice et paix. Dites-nous, quel est votre secret? Je n'ai pas de secret. J'ai la chance d'être né dans une famille qui était déjà chrétienne au départ. Je n'ai pas eu à surmonter la difficulté que d'autres fidèles chrétiens ont pu surmonter, d'aller de l'animisme à la foi catholique. Je n'ai pas eu ça. Mon père était un fervent croyant et ma mère était une chrétienne. Et j'aime à dire, pour rigoler, que j'ai été élevé et nourri du lait catholique. Donc, je n'ai pas beaucoup de mérite à cela. Les mérites en reviennent à mes parents et surtout à mon père, qui fut un chrétien ardent. Et l'un de ceux que Monseigneur Dossé appelait les colonnes de la foi ici au Togo. Et donc, le secret, c'est cela, c'est que j'ai gardé cette ligne, j'ai gardé cette foi. Et je l'ai creusée, j'ai essayé d'en savoir davantage, j'ai essayé de faire mettre ma raison au service de ma foi, parce que souvent la contradiction vient de là-bas. Dans cette dialectique foi et raison, je suis parti du principe que si tu crois, tu peux mieux comprendre. Et il vaut mieux croire que de chercher à faire le contraire. Comprendre avant de croire. Et comprendre avant de croire, c'est un chemin périlleux. Mais croire avant de comprendre, c'est le chemin qui mène droit à la vérité, à la pratique et à l'adoption en toutes circonstances de la parole que Dieu nous a envoyée. Merci. En quoi votre parcours, vous êtes un pur produit de l'enseignement catholique? Tout à fait. Puisque vous avez commencé vos études primaires à la mission catholique, puis le cours secondaire au collège Saint-Joseph de Lomé, d'où vous êtes sorti nanti du baccalauréat avant d'aller poursuivre vos études universitaires en France, où vous êtes fait brillamment remarquer. Peut-on attribuer vos succès à cette éducation de base particulièrement rigoureuse, axée sur la foi en Dieu? Je le crois profondément. Parce que j'ai été façonné par l'enseignement catholique. L'enseignement catholique à mon temps n'était pas seulement un enseignement où on vous bourrait le crâne de connaissances, mais un enseignement qui allait de pair avec la pratique religieuse. Et j'ai souvenance d'ailleurs, c'est assez rigolo, que lorsqu'il y avait les dimanches après-midi des
non seulement on allait à la messe le dimanche matin, mais dans l'après-midi, on revenait à la cathédrale pour ce qu'on appelait la bénédiction du Saint-Sacrement, dans l'après-midi. Alors quand il y avait de grands matchs de foot, au terrain de football, du côté du bâtiment, de l'ancien bâtiment du Trésor, là où se trouve actuellement le stade municipal, c'était parfois un dilemme difficile, parce que la bénédiction du Saint-Sacrement était précédée d'une longue préparation évangélique, c'est sur les Écritures, et donc c'est toute une formation. Alors des fois, Satan était le plus fort, on venait se présenter à l'appel et tout ça, puis on s'arrangeait pour passer sous les petits machins du côté de l'ancienne Scoa, là, on se glissait sous le portail de l'église, et puis on reprenait le chemin qui nous menait tout droit au terrain, où on savourait quelques beaux matchs de football. Et donc, tout ça fait partie de la formation de l'être humain. Il y a eu de très bons maîtres, à qui mes enseignants à l'école primaire, comme mes enseignants à l'école secondaire, ont été des hommes tout à fait magnifiques. Ils gagnaient leur vie difficilement. Ce n'étaient pas les gens qui étaient riches, l'école, et surtout l'école confessionnelle, ne payait pas grand-chose. Mais ils avaient la foi. Ils menaient une sorte d'apostolat. Ils n'étaient pas là pour gagner de l'argent. Et j'ai constaté la même chose au collège. Les professeurs blancs qui venaient ici étaient très peu motivés par l'argent. C'était presque des apôtres. Ils venaient faire de l'apostolat ici. Et parmi eux, l'inoubliable François Gerbeau. François Gerbeau, qui fut mon professeur de mathématiques, celui qui a réussi à m'ouvrir les yeux sur les mathématiques. C'était des hommes de foi, de conviction, et qui nous ont beaucoup apporté. Moi, je suis très fier d'avoir bénéficié de cette culture chrétienne. Ça a laissé des traces. Et ça continue, je crois, de se faire voir. Oui, c'est assez visible, c'est très visible. Et donc, quelle est, à votre avis, la particularité de l'enseignement catholique de votre époque par rapport à celui d'aujourd'hui et aux autres systèmes d'enseignement, notamment le public, le privé, laïque? Oui, j'ai un peu anticipé sur votre question en disant que c'était un enseignement très sérieux, avec des maîtres qui considéraient leur travail comme un véritable apostolat. Ce n'étaient pas des maîtres qui venaient pour vraiment finalement gagner beaucoup d'argent. Certains d'entre eux sont célèbres. Maître David Niaoui, qui était directeur de l'école, en définitive. Maître Agbobli, Emmanuel Agbobli, le père de notre vicaire général actuel. Maître Alex Dosset, le grand frère de Monseigneur Dosset. Maître Adosama Pierre, dit Adam Pierre, son vrai nom était Adosama Pierre, excellent enseignant, qui finira d'ailleurs dans un système d'autodidacte. C'était un autodidacte qui a fini directeur de département au Bureau international du travail. Donc, c'est des hommes de qualité que nous avons eus dans cet enseignement. Il y avait des hommes de qualité aussi chez les Fiora, qu'on appelle les Fiora. Les Fiora, c'est l'école laïque. Mais les motivations n'étaient pas les mêmes. Et les motivations de nos maîtres me paraissaient supérieures que les motivations de ceux qui étaient à l'école laïque. Par rapport à aujourd'hui, il n'y a aucune comparaison. Ces apôtres sont partis tous. Il reste aujourd'hui d'excellents serviteurs de la nation et de l'enseignement, mais qu'on ne peut pas comparer à nos anciens maîtres qui étaient des saints hommes, n'est-ce pas? Eh bien, Excellence,
il est de l'autorité publique que le système éducatif togolais a connu ses plus beaux jours à votre époque. Dites-nous, Excellence, quel regard portez-vous sur l'état de santé du système éducatif actuel? Le système éducatif, il se porte comme il peut, je dirais. Parce que c'est un système qui est devenu massif. Parce que n'oubliez jamais que de notre temps, on était déjà nombreux, mais ce n'était pas encore l'envahissement. Et aujourd'hui, avec les taux de croissance démographique que nous avons connus dans notre pays, c'est devenu un problème de masse. Alors, régler les problèmes de masse en termes de matériel, en termes de locaux, en termes de maîtres, d'enseignants, en termes de salaire de ces maîtres d'enseignants, n'est pas une chose facile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enseignement paraît un peu déconnecté du niveau qu'il avait de notre temps. Maintenant, je lis des copies. Tu vois que notamment en orthographe, c'est le jour et la nuit. Pour passer le CEP, avant, ce qu'on appelle maintenant le CEPD, je crois que beaucoup n'arriveraient pas, beaucoup prendraient le fameux train de 10 heures. C'est dire que nous avons beaucoup d'efforts à faire. J'ai reçu ici dans mon bureau longuement le monsieur qui était chargé de penser la réforme de l'enseignement. Et je lui ai dit sans détour ce que je pensais que l'enseignement devrait essayer de viser. Aujourd'hui, il est clair que nous ne pouvons pas continuer dans un système d'enseignement qui produit des demi-lettrés, qui produit des hommes qui n'ont aucun avenir parce qu'ils ne peuvent pas espérer avoir du travail. Et ça, on dépasse le cadre du primaire, voire du secondaire, ou même considérer le supérieur. Donc, il y a, compte tenu de la massivité des effectifs, il est temps que nous ayons une pensée originale, une réflexion originale sur l'enseignement et voir les filières que l'on peut développer. Et aussi, on doit faire pour que la conscience soit prise, que chacun ait conscience qu'en envoyant son enfant à l'école, on ne lui destine pas forcément à un métier précis, mais que l'enfant doit se dire, je vais devenir mon propre patron. Je dois produire et construire l'emploi que je désire faire. Et cela nécessite beaucoup de choses, beaucoup de réformes, tout le long du parcours académique. Eh bien, Excellence, de votre temps, un accent particulier était mis sur l'apprentissage de langues, notamment françaises. On parlait du fameux train de 10 heures qui était une véritable bête noire aux apprenants. Comment l'aviez-vous vécu personnellement? Oui, l'enseignement était axé sur la connaissance de la langue française, du temps des Français principalement. La connaissance de la langue française, parce que l'administration coloniale française avait un objectif, c'est d'avoir des supplétifs qui parlaient parfaitement la langue et qui pouvaient la maîtriser et l'écrire sans trop de fautes d'orthographe. Ces supplétifs les suppléaient dans l'administration. Étaient des agents de l'administration, des commis dans les sociétés privées, des comptables ou des éléments de cette nature. Donc il fallait de toute façon que ces gens-là maîtrisent la langue. D'où cette espèce de priorisation de l'orthographe de la langue française à l'école primaire. Vous saviez que de mon temps, le certificat d'études était un grand diplôme. Ce n'était pas un petit diplôme. Donc, cette priorisation a fait qu'on a assisté à ce travers. Un travers, il n'y a pas d'autre mot. Ce travers que l'on appelle le train de 10 heures. C'est-à-dire qu'au certificat d'études, les épreuves sont ordonnancées de façon que l'on commence par la dictée. À la dictée, si vous aviez 5 fautes, vous étiez éliminé. Donc il y avait déjà là un butoir. Ceux qui sont éliminés à l'orthographe devraient prendre le train de 10 heures. Pourquoi 10 heures? Parce que c'est à cette heure-là qu'on avait fini de corriger les copies d'orthographe
et on avait fini de les collationner. On savait quels sont ceux qu'il fallait éliminer à l'orthographe et ceux qu'il fallait garder pour continuer le reste de l'épreuve, rédaction, calcul, etc., jusqu'à la fin des épreuves. Alors, à 10 heures, on venait, tout le monde était rassemblé dans la cour, puis on annonçait publiquement ceux qui étaient éliminés à l'orthographe. Alors, ils sortaient sous les huées du public, qui était méchant. Le public se rassemblait pour voir les mauvais élèves qui n'ont pas pu tenir le coup et qui, avant même qu'on ne tire le premier coup, étaient déjà tombés raidement. Les gars sortaient sous les huées, certains prenaient le chemin de la plage lorsqu'on n'était pas très loin de la plage, parce que moi j'étais à la plage, prenaient le chemin de la plage. Tout ça c'était un peu ridicule, parce qu'en fait il y avait de très très bons éléments qui pouvaient avoir 20 sur 20 en maths et dans les autres épreuves. Il n'y a aucune raison pour qu'on se débarrasse de cela au profit de ceux qui ont réussi à ne pas faire 5 fautes à l'orthographe, n'est-ce pas? Ah oui. Mais ça, c'est l'enseignement colonial. Ouais. Eh bien, à part, vous avez parlé de la mathématique. À part la mathématique, quelles sont les matières dans lesquelles vous excellez? Moi, je n'étais pas un matheux au sens pur du terme, j'ai même eu du mal avec les mathématiques. À l'école primaire, ça ne posait aucun problème. Dans le premier cycle du secondaire, j'ai eu de mauvais professeurs de mathématiques, tout simplement. Le jour où j'en ai eu un de bon, eh bien, tout est rentré dans la normale. Les mathématiques, la plupart du temps, c'est l'affaire de l'enseignant. Et il faut que l'enseignant soit en mesure de partir du principe que tous ceux qui sont dans cette classe-là sont capables de comprendre le niveau de mathématiques qui est exigé dans cette classe. Tous, tout le monde peut comprendre. Mais si le professeur vient et qu'il procède à quelques indications, quelques évaluations sommaires, puis décide de faire le cours pour quelques-uns qui sont devant et qui s'animent dans les classes de mathématiques, il se trompe. Il y a beaucoup d'élèves qui mériteraient tout simplement qu'on les accompagne un peu pour qu'ils deviennent aussi bons que ceux qui sont naturellement mathématiques. Alors moi j'ai eu cette chance d'avoir eu ce professeur français. Il s'appelait François Gerbeau, polytechnicien, sorti de l'école polytechnique de Paris, c'est pas rien, mais qui était venu ici pour des raisons religieuses et qui faisait un véritable apostolat et qui a déniché que je pouvais comprendre les mathématiques comme je comprenais les autres choses. C'est lui qui m'a ramené à l'amour des mathématiques. Et assez curieusement, comme le bon Dieu est à cheval, dans tous les examens que j'ai passés de la 3e jusqu'au bac, eh bien, c'est dans les mathématiques et en physique que j'ai eu les meilleures notes. J'étais pris de français pour les Saint-Joseph. J'étais pas seulement premier prix de français, j'étais prix d'honneur du français. C'est-à-dire le meilleur des meilleurs de toute la scolarité. Mais ça n'a rien changé. Le jour de l'épreuve finale, j'ai raté mon devoir de français, mais j'ai réussi mon devoir de mathématiques et de physique. Donc, bon, je suis plutôt tendance littéraire quand même. Et j'excellais dans toutes les matières qui supposaient de la mémoire. J'avais, Dieu merci, une mémoire à peu près inaltérable. Elle est demeurée. Et donc, j'accumulais d'excellentes notes dans ces matières-là. Et je partais du principe que ce n'était pas la peine de perdre des notes dans ces matières-là que l'on pouvait à tout prix réussir. Il s'agissait tout simplement d'apprendre et de retenir. Pas bêtement. Si vous le retenez, ça vous sert toute votre vie. J'ai appris des choses à l'école primaire qui m'ont suivi jusqu'à l'université et au-delà. Donc, j'ai fait une licence de mathématiques, une maîtrise d'économie, et on avait besoin de mathématiques. Ça ne m'a pas empêché d'être pris de faculté à l'université de Rennes.
plus de facultés, c'est-à-dire plus récompensant, le meilleur étudiant de toutes les années que vous avez passées. C'était bien de voir le petit nègre de Lomé passer devant les gens le jour de la rentrée solennelle, lorsque les professeurs étaient tous dans leur toge, le préfet dans ses atours, tout le monde rassemblé, et on annonce les résultats dans une grande cérémonie. Va chercher le prix, fait quand même fier, hein? Ça donne quand même des raisons d'être un peu fier. C'est ça. Eh bien, au regard de l'évolution des nouvelles technologies et des exigences du monde de l'emploi, notamment dans le secteur industriel, d'aucuns estiment que la maîtrise des langues, voire leurs études en général, n'est plus recommandée et est à la limite. Mais comment voulez-vous comprendre les nouvelles technologies si vous ne comprenez pas les langues? Commençons par l'anglais. Si vous ne comprenez rien à l'anglais, comment voulez-vous maîtriser les nouvelles technologies, les NTIC? Comment vous voulez faire? Tout ça est en anglais. Et aujourd'hui, l'anglais est absolument indispensable. Ce n'est plus une question de choix, c'est une question d'autorité. Il faut absolument maîtriser cette langue et la connaître suffisamment pour aller de l'avant. Alors la connaissance de l'espagnol, de l'allemand, voire du chinois et du russe aujourd'hui sont des choses également absolument nécessaires. Le chinois en particulier. Donc l'enseignement des langues est plus actuel que jamais. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. Elle est absolument indispensable. D'ailleurs, je déteste cette espèce de classification sommaire qu'on voudrait faire toujours et toujours entre l'esprit scientifique, purement tourné vers les mathématiques et la physique, puis l'esprit plus ou moins littéraire qui s'occupe des langues. Ça n'existe pas dans la réalité. Un homme intelligent est un homme intelligent, il peut tout comprendre. Celui qui n'a pas tout compris, c'est parce qu'on ne lui a pas expliqué comme il faut. D'où la responsabilité des enseignants dans les matières scientifiques. Eh bien, Excellence, beaucoup d'élèves et étudiants et même d'enseignants ont des difficultés à bien s'exprimer en français. Cet art est relevé même chez les cadres de l'administration. Quelle analyse cela suscite en vous? Bon, ça montre que le niveau de la maîtrise de la langue n'est plus comme celle qu'on avait connue avant. Je crois que tout cela dépend de l'enseignement de la grammaire, de l'orthographe, du français, ce qu'on appelle du français, des langues. Et là également, il n'est pas sûr que l'enseignement soit toujours à la hauteur. Sinon, la perfection de l'éloquence est quelque chose qui vient tout seul, lorsqu'on maîtrise bien les données de base de la grammaire et de la syntaxe. Donc, ça baisse, ça a baissé. J'entends parfois des choses qui me gonflent la tête, mais je m'y fais. Mais je n'utilise jamais ces expressions. Il y a des tas d'expressions que les gens utilisent en langue française aujourd'hui qui m'horripilent. Je ne les utilise jamais. Mais je dis que si ça peut leur faire plaisir, c'est leur affaire. Mais je crains que le niveau du maniement de la langue, française en l'occurrence, est baissé, quelque peu baissé. Eh bien, quelle est la place la lecture occupe? On continue d'occuper de votre parcours scolaire universitaire et même... La lecture est fondamentale. La lecture est fondamentale. Vous savez, je lis presque toujours 2 livres de front. Je lis presque toujours 2 livres de front. Pourquoi? Parce que ça me permet d'aller plus vite. C'est une course contre la montre qui est perdue par le lecteur. Parce que les éditeurs sortent tellement de livres intéressants lorsque vous écoutez la radio, vous regardez la télévision.
vous êtes tout le temps en train de saliver parce qu'il y a des ouvrages nouveaux qui sont signalés, vous avez envie de les lire. Mais le temps que vous les abordez, il y a d'autres qui viennent ensuite. De sorte que vous êtes toujours en train de courir derrière les livres qu'il faut lire. Et donc c'est une course contre la montre qui de toute façon est perdue pour vous. Vous n'arriverez jamais à lire tous les livres qui sortent et à les maîtriser. Mais la lecture est fondamentale. Moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire si on ne lit pas. Je lis 2 livres au moins de fond. Ça me permet d'aller plus vite. Parce que quand un livre me lasse, je vais à l'autre. Et quand l'autre me lasse, je reviens à celui-ci. De façon qu'en définitive, quand j'ai fini de lire, j'ai lu 2 livres. Et ça, c'est un processus que j'ai acclimaté et que je maîtrise depuis longtemps. Eh bien, vous êtes un passionné de l'écriture avec à votre actif plusieurs œuvres publiées. Avez-vous le sentiment que la jeune génération, y compris moi, connaît suffisamment vos publications quand on sait que ces œuvres ne sont nulle part enseignées dans le programme scolaire? Oui, vous avez raison. J'ai conscience qu'il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'écrits qui seront reconnus plus tard. C'est Stendhal qui disait, il écrivait vers 1830, je serai célèbre vers 1880, 50 ans plus tard. Alors, ça me console. Je cite souvent cela parce que ça me console. Mais les premiers ouvrages ont été écrits quand j'étais en France. Et ils ont été écrits à une période où la réception d'une littérature de cette nature n'était pas facile ici au Togo. Parce que nous étions encore dans un régime où dire la vérité n'était pas toujours accepté. Et mes premiers livres, surtout le premier, est un livre qui est demain l'Afrique, est un livre qui a fait date dans l'histoire de l'Afrique contemporaine et qui est réclamé partout. Ceux qui m'accompagnent dans les missions à l'étranger, compris aujourd'hui, savent à quel point nous sommes assaillis par la même question, quand est-ce que Et demain l'Afrique va être réédité? Il est maintenant, parce que nous l'avons lancé l'autre jour. Il va sans doute refaire carrière. À l'université, je crois que les professeurs ont fini par comprendre qu'il faudra trouver un moyen de le faire inscrire au programme. D'ailleurs, il est déjà lisible, à mon humble avis, dans le secondaire. Les autres livres sont, bon an, mal an, des livres qui sont un peu spécifiques. Les livres qui sont des appels au continent africain. Les livres qui sont des développements sur l'avenir du continent, le panafricanisme, et des livres qui sont de la création littéraire pure. Il y a un roman que j'aime bien moi-même et que je relis de temps en temps pour rigoler, qu'on a intérêt sans doute à mettre aussi dans les universités, parce que c'est un livre très actuel sur l'état du développement sur le continent africain et les problèmes d'ethnicisme et de belligérance sur le continent africain. Il y a aussi un livre qui est très typique et qui est en totale conformité avec la voix d'Edem Kodjo, à savoir un livre sur les pères de l'Église. Ça, il fallait le faire aussi. Qu'un laïc écrive sur les pères de l'Église, ce n'était pas évident a priori. Et c'est un livre qui a eu un succès certain dans les milieux catholiques ici, mais c'est un milieu restreint, ça. Je cherche à le faire rééditer parce qu'il est aussi introuvable.
aujourd'hui. J'enseigne la matière à l'Institut Saint-Paul, où sont formés les laïcs chrétiens. Et ça depuis plus de 15 ans maintenant. Voilà à peu près ce que l'on peut dire. J'ai commencé à travailler sur mes mémoires qui sont longs, qui seront longs, parce que c'est quand même près de 50 ans de vie politique, diplomatique, en Afrique et dans le monde, au Togo. C'est un travail qui n'est pas simple aussi. Mais on va y arriver. Bien, Excellence, vous êtes nommé personnalité modèle des champions de ce nouveau projet qui fait la promotion de la culture de l'excellence à travers la maîtrise de l'orthographe et des langues. Comment vous accueillez cette distinction qui est une reconnaissance de vos espaces scolaires et universitaires? Parcours d'un champion. Dans vos écoles, dans vos la nation. Une émission de promotion de la culture de l'excellence à travers l'histoire témoignée du parcours tant académique que professionnel de modèles de champions en vue de susciter l'émulation chez les jeunes. Cassius Togo, les jeunes qui osent. Oui, avec honneur, parce qu'il ne faut pas jouer aux hypocrites. Ça fait toujours plaisir d'être distingué. Mais avec l'humilité aussi du chrétien, qui sait que tout ça c'est très éphémère, et que tout ça c'est... Il ne faut pas se monter la tête. Récemment, j'ai été fait père modèle aussi, dans le domaine les Wagni. C'était les Wagnigas avant. C'était les femmes qui étaient choisies. On choisissait chaque année, tous les 2 ans, une Wagni. Et puis, l'association qui fait ça, Muse africaine, ça s'appelle, Afrimuse, a décidé de distinguer aussi des hommes. Et quand ils ont fait leur jury et tout ça là, alors le modèle des modèles a été quand même elle-même, Edem Kodjo. Bon, ça m'a fait plaisir, mais également, j'ai reçu ça avec beaucoup d'humilité en me disant, bon, ben, mes compatriotes reconnaissent ceci, ça me fait plaisir, il faut que ça me monte la tête. Et là où je suis, on ne peut plus me monter la tête. Hein. Je crois que j'en ai vu beaucoup dans ma vie. Me monter la tête à cet âge-là et à ce niveau me paraît un peu difficile. Mais c'est ça, donc je suis très fier. Je félicite, je remercie les membres du jury qui m'ont mis champion des champions. J'accepte et je veux plutôt encourager ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font, il y a des gens qui peuvent se dire, oh, pourquoi on va nous ramener encore les histoires d'orthographe? Et moi je dis, partout où on cherche l'excellence, il faut encourager cela. L'excellence doit, en tout état de cause, toujours soutenue et toujours encouragée. Ce qu'ils font, c'est la recherche de l'excellence dans un domaine précis. Que ce soit, ce n'est pas parce que ce n'est pas ma langue, Evé ou Mina, ou Kabier ou Kotokoli, que je dois minimiser cela. Au contraire, dans la mesure où je dois m'exprimer dans cette langue-là, de façon internationale, il vaut mieux la connaître parfaitement et être dans le domaine de l'excellence. C'est pour ça que j'ai encouragé ce projet. Et je trouve que ça tient la route. Et on ne peut pas dire le contraire. Eh bien, Excellence, le projet prend en compte aussi les enseignants et se veut
remonter la mémoire historique du système éducatif en célébrant les meilleurs acteurs qui ont marqué, et même à titre posthume. Quelle appréciation? Tout à fait d'accord. Parce que nos maîtres méritent en tout état de cause qu'on les célèbre. Moi, j'ai eu la chance n'avoir que de bons maîtres. C'est comme ça que je les considère tous. Je ne sais pas si tout le monde a eu de bons maîtres. Les maîtres, pour moi, je vais vous raconter une petite anecdote de rien du tout. Un jour, je sors de chez moi, j'habitais à Nkopé, j'ai ma résidence là-bas, et je sors dans la rue pour faire quelques pas, et je tombe sur un de mes anciens maîtres. Ce maître m'avait eu au CP2, c'est pas hier, ce qu'on appelait 5e classe, le CP2. Et je l'appelle, je dis, mais c'est maître. Il se retourne, il me regarde, moi je l'ai reconnu au quart de tour. Il me dit, mais c'est Edouard Kodjo, ça. Je dis, oui, tout à fait, maître, c'est moi. Alors, où allez-vous? Vous n'avez pas 2 minutes pour venir bavarder avec moi à la maison? Venez prendre un pot, maître. Type un peu timoré, c'est pas tous les jours qu'on va chez le Premier ministre. Un peu timoré, vient à la maison, je le reçois parfaitement, simplement, mais avec beaucoup de chaleur. Je fais descendre ma femme. Finalement, ça a failli tourner à une petite fête. Parce que ça me faisait plaisir de revoir ce maître qui m'a eu à l'école primaire dans les années 45. Donc c'est pas hier. La scène se passe dans les années 94, 15, quand j'étais Premier ministre, la première fois. Donc en partant, je suis parti faire une petite enveloppe quand même que je lui ai remise. Il était heureux comme un chef. Et moi, j'étais heureux pour lui. J'étais heureux pour lui. Je l'ai accompagné en marchant avec lui jusqu'à la croisée des chemins. Et puis, je l'ai laissé partir. Et je suis rentré chez moi aussi à pied. Donc, les maîtres, pour moi, c'est essentiel. Je les appelle toujours maîtres. Alex Dosset, le père de l'hymne national togolais que tout le monde connaît, était mon maître. Je ne l'ai jamais appelé que maître. Ça le gênait vers la fin que son élève devenu une énorme personnalité nationale soit en train de venir lui dire maître. Et je lui dis, mais maître, je ne peux pas vous appeler autrement que maître. Vous êtes mon maître, vous demeurerez mon maître. Donc, si ce projet va contribuer à faire revivre la mémoire de certains de nos maîtres, je suis partisan à 100%. Vous savez, ce sont des hommes qui ont vécu dans des situations particulières. Ils ont eu à former des jeunes, ils les ont oubliés, ou s'en rappellent encore de temps en temps, et puis ces jeunes deviennent des super personnages parfois. Et vis-à-vis d'eux, il y a une espèce de fossé qui se crée. Et si vous, la personnalité, vous ne comblez pas ce fossé, vous manquez à tous vos devoirs. N'est-ce pas? Eh bien, quel message avez-vous à l'endroit des élèves, étudiants, enseignants, parents d'élèves, des opérateurs économiques et des autorités politiques en faveur de ce projet? Oui, le message est clair. Il faut aider ce projet au maximum. Les opérateurs économiques, je commencerai par eux, qu'ils acceptent de comprendre le caractère important de ce projet et donc de faire quelque chose pour aider les organisateurs. Aux élèves de participer très sérieusement parce que c'est au détour d'un déclic que se noue parfois le destin d'un homme. Ce qui va se faire là, ça va permettre de choisir quelqu'un, un ou deux. Pour eux, ça va être le déclic de leur vie et dans leur vie. Alors, il faut qu'ils le fassent
très très sérieusement, aux organisateurs totalement impartiaux, d'être impartiaux, de ne pas sombrer dans des préférences obscures. Et donc le projet prendra corps et vivra. Et il faut que nous tous nous soutenions ce projet. Moi, ce projet a mon appui. Merci, Excellence. Et merci encore pour ce précieux temps que vous nous avez accordé pour la réalisation de cette émission et qui, nous sommes sûrs, fera tâche d'huile au sein de la jeune génération. Quels seront vos mots de fin? Le mot de la fin, je l'ai déjà dit, c'est ce que j'ai dit aux jeunes, de suivre tout ça courageusement. La scolarité, le parcours scolaire est souvent comme une espèce de rocher de Sisyphe. On pousse, ça redescend. Mais il faut repousser toujours, aller vers le haut, jusqu'à franchir l'écueil final. Et en matière de connaissances, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de fin et qu'on continue plus tard de s'instruire. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais badiner avec les livres. Les gens me voient débarquer très souvent à l'aéroport avec un livre sous la main. Pourquoi? Je veux dire que celui-là, il est vraiment drôle. Et tout simplement parce que je sais que dans l'avion, c'est de moi. Je sais que je vais gagner des heures, je vais me plonger dans une lecture, je vais recueillir les fruits. Et les livres qui ne sont pas très très profonds, il m'arrive d'en lire un entre Paris et Lomé, les vols du jour. C'est pour ça que je préfère les vols du jour. Merci une fois encore, Excellence, et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Je me nomme Mamali Samuel, élève en classe de 3e dans l'établissement de C.J. Vauganville 1. Je suis déclenché comme un élève fort en français. Pour cela, je lis tout ce qu'il me parie n'importe où et cela m'amène vers mon petit dictionnaire. Pour cela, je voudrais devenir dans l'avenir un écrivain qui s'appelle Kofigo. Après mes études, je veux devenir comme la première ministre, Madame Adjamagbo. J'ai un problème en idée question parce que les accords, je ne peux pas. Orthographe du mot, je ne peux pas faire. Parce que pour améliorer, je dois lire beaucoup de romans avec des connaissances que j'ai. Les problèmes que j'ai à avoir, de régler, je peux. Je veux que je devienne une sage-femme. À la fin de mes études, je veux ressembler à Madame Dogbin. Je suis conformé à un homme très important qui s'appelle Emmanuel Macron, président française. Au contraire, moi je crois que le niveau a beaucoup évolué compte tenu du contexte qui a évolué. Ce n'est certainement pas moi qui vous dirais que le système actuel dépasse en qualité ce que nous autres nous avons vécu. Non. J'en veux pour preuve un élève qui n'arrive pas à écrire un banc. S'il vous plaît, ça fait mal. Papa, maman et les enfants, vite! Prenez un bic et une feuille, faites la dictée avec nous dans une ambiance familiale et conviviale en vue d'améliorer ou de confirmer vos connaissances orthographiques. Le test de la dictée défilera sur vos petits écrans afin de vous permettre de corriger vos copies. Qui de papa, de maman ou de vous les enfants aura fait le plus de fautes? Opérateur économique, saisissez cette opportunité pour faire la visibilité de vos produits et services. Infoline 90 10 77 23 99 56 55 81. Enfant du Togo, nous les nation, pas limé à ta
se forment comme il faut. Nous ne sommes pas des médiocres. Dieu a voulu un Togo qui soit toujours le pays pilote. Les champions de l'autographe, le prix de l'excellence. Avec les champions togolais, bâtissons la cité. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Je suis au CM2A. J'ai 14 ans. Quand j'ai fait la dictée, je peux dans notre 8. Quand je fais la dictée, j'ai eu 6 ou 7 parce que je n'apprends pas mes leçons. Je n'écris pas bien. Quand j'ai terminé mon étude, je vais apprendre le docteur comme mon père. Quand on fait la dictée, je prends 0 parce que je n'apprends pas mes leçons. Je n'écris pas les mots. Quand j'ai fini mes études, je vais devenir une couturière comme mon père. Au contraire, moi je crois que le niveau a beaucoup évolué compte tenu du contexte qui a évolué. Ce n'est certainement pas moi qui vous dirais que le système actuel dépasse en qualité ce que nous autres nous avons vécu. Non. Ce concours pour promouvoir l'excellence n'est que des clés pour attirer notre attention sur le danger. La caravane de l'autographe fait son premier escale à Vaughan dans la préfecture de Vaud sous la conduite éclairée de son excellence Monseigneur Philippe Fanokokojro, archevêque émérite de Lomé, assisté par son excellence Monseigneur Gaglo, évêque d'Anéran. C'est une grâce, une faveur spéciale qui échoit à Vaughan d'être choisi après Lomé. Sous le coparrainage du préfet de Vaud, du maire de la ville de Vaughan et du chef canton de Vaughan, ce dimanche 18 novembre 2018 dans les locaux de la mairie de Vaughan à partir de 14h. Attention, plusieurs prix sont mis en jeu par les autorités locales et les cadres de la préfecture. Parents, élèves et étudiants, enseignants, travailleurs de tout secteur, inscrivez-vous pour participer à cet événement culturel de haut niveau intellectuel. Opérateurs économiques de tous bords, cadres, ressortissants de la préfecture de Vaud, au Togo et de la diaspora, faites votre visibilité en apportant vos dons de toute nature pour le succès de cette compétition télévisuelle. L'organisation, ce n'est pas moi seul le préfet, c'est tout le monde. J'appelle tous nos frères, toutes nos sœurs de la localité à supporter activement ce projet. Cela va dans l'intérêt de nos enfants. Vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire, on peut se mettre ensemble. Nous trouvons que ce que Cassiège et puis Monseigneur Padre sont en train de faire est une bonne chose, mais nous ne pouvons que soutenir. Je m'engage à apporter une contribution. Je voudrais implorer la bénédiction du Seigneur sur tous ceux qui apporteront leur contribution pour que ce projet devienne une réalité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Lieu d'inscription, les établissements scolaires de la préfecture de Vaud. Infoline 90 10 77 23 99 56 55 81. Les champions de l'autographe, le prix de l'excellence. Avec les champions togolais, bâtissons la cité. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Vous êtes bel et bien dans le rendez-vous des champions de l'orthographe. Cette émission hebdomadaire de dictée, questions et d'épellation de mots qui a pour objectif de promouvoir la culture de l'excellence dans le système éducatif de notre pays, le Togo. Je me nomme Agim Kevin, je suis au CM2. J'ai 10 ans. Pour réussir à dicter, je lis souvent et j'apprends mes règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. Et quand je suis parfois troublée dans la dictée, je laisse un petit espace, je continue la dictée et après, je fais tous les accords. Plus faible note en dictée, c'est 6. Demain, je veux devenir un footballeur de mon équipe. Je me nomme Kogwe Erewa.
J'ai 10 ans et je suis au CM2. Pour bien faire la dictée, je lis beaucoup et quand je rencontre des mots nouveaux, je les note et après je vais chercher leur sens et je maîtrise leur orthographe. J'apprends aussi mes règles d'orthographe, de grammaire et la conjugaison. Et je fais aussi beaucoup d'exercices de français. Je m'appelle Comlan Samuel, j'ai 10 ans, je suis au CM2. D'habitude, j'ai 8 sur 10, 7 sur 10, 6 sur 10 et 5 sur 10. Pour bien réussir la dictée question, je lis beaucoup. Les mots que je rencontre dans la lecture et que je n'ai pas bien compris, je les cherche dans le dictionnaire, je les note à part et je révise bien leur orthographe et leur grammaire. Mes parents m'ont acheté l'annale CEPD 2010-2014. Ils m'ont acheté beaucoup de livres. Dans ces livres, il y a des contes, beaucoup de règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. J'aimerais devenir basketteur, mais en dehors de ça, j'aimerais bien être directeur de service. Je me nomme Loko Faridatou, j'ai 10 ans et je suis en classe de CM2. Habituellement, j'ai 10 sur 10 en dictée, 9 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10, 6 et 5 sur 10. J'utilise parfois les livres de lecture, il y a des bandes dessinées, les livres de contes et aussi je fais beaucoup d'exercices. Il y a des carnets d'exercices aussi. Je fais des exercices de conjugaison, d'orthographe et de grammaire. Je fais les analyses grammaticales aussi pour bien m'exercer en français. J'aimerais devenir gynécologue. En dehors de ça, j'aimerais devenir écologiste. Je m'appelle Kovizie Miranda, j'ai 10 ans, je suis au CM2. Parfois, j'ai que en dictée 4 et 5 heures. Mes parents savent que j'ai ces notes en dictée. Parfois, ils me disent de ne plus rester sur la télé, d'aller prendre mon cahier ou mon livre. Pour ce petit, j'aimerais avoir 10 en dictée. Je dois beaucoup lire et apprendre mes règles de français. Je dois aussi apprendre des choses chez mes camarades qui sont meilleurs en dictée. Je m'appelle Ata Marie, je suis en classe de CM2, j'ai 10 ans. D'autres fois, je n'ai pas de bonnes notes en dictée parce que je ne lis pas beaucoup. Mais maintenant, je vais faire mon possible pour lire et dire à mes parents de m'acheter des livres de contes. Au CPD, je pense que je peux avoir 10 en dictée question. Je vais devenir demain docteur. Si je ne suis pas docteur, je vais être avocat. Les avec passe, aide de la place. Les voilà, les jeunes gens marchant tous au pas. Laissez-nous la route, il nous la faut tous. Car d'un air décidé, nous voulons passer. Les avec passe, faites de la place. Les voix, les jeunes gens marchant tous au pas. En 1974, plus précisément le 24 janvier, il y a eu l'accident de Sarakawa. Le gérardement revint à Lomé le 2 février. Ce qu'on appela à cette époque-là le retour triomphal. Nous étions au lycée technique. Et il fallait donc se rendre au palais des congrès. Nous l'appelions à l'époque la maison du RPT. Le chef de l'État était là. Les ministres aussi étaient là. Et je voyais parmi les ministres un jeune
Edem Kodjo. Et je me dis, comment on fait pour devenir ministre là, donc petit comme ça, à cet âge? Je pense que la vocation de Edem Kodjo de devenir plus tard ministre, elle est née de ce jour-là. Quand je voyais Edem Kodjo petit, parmi les gens, on dit que le ministre est financé. On dit, mais comment ça? Il faut que nous aussi devienne ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? Et donc on dit études. Et puis, j'avais tellement beaucoup d'admiration pour lui. Et un jour, ça doit être donc en novembre 1988, Monsieur Alfred Adobapo, personnellement, m'a conduit chez lui parce qu'il était très proche de lui, pour que j'aille le découvrir. Il m'a amené chez Edem Kodjo pour lui dire que voilà, ce garçon a beaucoup d'admiration pour vous. Et puis bon, au bout de 6 semaines plus tard, donc, je suis devenu ministre de la jeunesse, des sports et de la culture. Après le bac au collège Saint-Joe de Lomé, qu'il obtint avec la mention assez bien, il fait ses études supérieures à la faculté de droit et de sciences économiques à l'université de Rennes en France, où il est consacré meilleur étudiant de la faculté en 1961. Il entre ensuite à l'École nationale d'administration de Paris, promotion Blaise Pascal, de 1962 à 1964. En 1964, il occupe son premier poste en tant qu'administrateur de l'Office de radiodiffusion et télévision française, l'ORTF. Ça, c'est en France. Il rentre en Afrique en 1967 et est nommé secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Et il devient directeur de la Société nationale d'investissement, la SNI, puis ministre des Finances et de l'économie et ensuite ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Dans la même période, il occupe les fonctions d'administrateur à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, et de président du conseil d'administration de la même banque. À ce titre, appose sa signature sur les billets ayant cours dans les 7 pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Il est nommé gouverneur de la Banque africaine de développement BAD et président de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. M. Kodjo est à la même époque gouverneur suppléant puis gouverneur du Fonds monétaire international de 67 à 76. Nommé ministre des Affaires étrangères, il préside le Conseil des ministres de l'OUA et le comité des 10 à la même organisation pour la libération des pays encore colonisés et pays dits de la ligne de front. Il fut le rapporteur général de la première conférence des chefs d'État arabo-africains, conférence dont il fut le président du Conseil des ministres. Il est élu secrétaire général de l'OUA en 1978 jusqu'en 1983. Après ses responsabilités continentales, il devient professeur associé d'économie de développement et des études africaines à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, pendant un peu moins de 10 ans. Membre de plusieurs sociétés savantes, il est le président fondateur de l'Institut panafricain de relations internationales IPRI, qui publie la revue Quelle Afrique en l'an 2000, puis président de la revue Géopolitique africaine. Membre du Club de Rome de 1980 à 1990, il dirigea de nombreuses études sur les relations internationales, l'économie et le développement. En tant que messager de la paix, il a été nommé en 2009 envoyé spécial de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, sur la crise à Madagascar par son secrétaire général, l'ancien président du Sénégal, M. Abdou Diouf.
À Addis Abeba en juillet 2010, il est fait membre du Conseil consultatif pour la paix de l'Union africaine. Il a été le chef de la mission d'observation de l'Union africaine pour l'observation de l'élection présidentielle en Guinée en juin 2010, puis les élections législatives dans ce même pays. Il conduisit au nom de l'OIF une mission d'observation des élections législatives au Burkina Faso en décembre 2012. Il dirigea en qualité de chef de mission une équipe de l'Union africaine pour la supervision des élections sénatoriales au Cameroun en avril 2013. Il a été au nom de l'Union africaine à la tête de la mission d'observation de l'élection présidentielle d'après la crise au Mali en juillet 2013, puis les élections législatives dans ce même pays en décembre 2013. Il conduisit avec l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence, M. Olusegun Obasanjo, une mission de paix au Sénégal avant et pendant l'élection présidentielle de février 2012 qui fut organisée sans encombre. Il est nommé le 25 mars 2011 ambassadeur itinérant à vie de la CEDEAO par le sommet des chefs d'État à Abuja, avec la possibilité d'assister à tous les sommets et de prendre parole pendant les sommets des chefs d'État de la CEDEAO dont il est reconnu fondateur. Sur décision du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Malabo en Guinée équatoriale, il devient membre du Conseil des sages de l'Union africaine en juillet 2014. Il est nommé le 2 novembre 2014 par Madame Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, envoyé spécial de l'Union africaine pour coordonner les efforts conjoints de l'UIA, de la CEDEAO, des Nations Unies et d'autres acteurs internationaux concernés pour la résolution de la crise sociopolitique au Burkina Faso après la démission du président Blaise Compaoré. L'Union africaine le désigne le 10 mai 2015 comme médiateur dans la crise politique qui secoue le Burundi. Comme homme politique, nous pouvons dire que rentré au Togo, il participe activement au mouvement de revendication de l'état de droit et de démocratie, puis crée l'un des premiers partis politiques de l'opposition, l'Union togolaise pour la démocratie du TD, le 6 avril 1991. Lui qui fut le premier secrétaire général du Rassemblement du peuple togolais, parti avec lequel il a rompu en 1978. Il est 2 fois Premier ministre du Togo, la première fois en 1994 et la deuxième fois en 2005. Au plan intérieur, il fut le président du collectif démocratique de l'opposition togolaise COP 2. Il est élu député du 4e arrondissement de Lomé à l'Assemblée nationale togolaise aux élections législatives de 1994, la toute première élection multipartite. Il était le président de la CPP, Convergence patriotique panafricaine, suite à la fusion de 4 partis politiques qui s'est aujourd'hui retiré de la vie politique active. Il a créé en 2011 la fondation Pax Africana qui a le double objectif de travailler à réduire les conflits sur le continent et proposer des solutions pour un développement intégral et authentique de l'Afrique. Sous sa casquette d'écrivain, nous pouvons dire qu'Edem Kodjo a publié Et demain l'Afrique, Paris Stock 1985, Grand Prix littéraire de l'Afrique noire hors concours, L'Occident du déclin au défi, Paris Stock 1988, Africa Today, Ghana University Press Accra 1989. Au commencement était Le Glaive, son premier roman, édition de la Table Ronde Paris 2004. Les Pères de l'Église, édition Saint-Augustin, Lomé 2008. Lettres ouvertes à l'Afrique cinquantenaire, Gallimard 2010. Panafricanisme et Renaissance africaine, édition Graines de pensée, Lomé 2013. Édition en français et en anglais. Edem Kodjo a participé à 2 ouvrages collectifs de renom, Histoire générale de l'Afrique, édité par l'UNESCO, tome 8, L'Afrique depuis 1935, chapitre 25, Panafricanisme et libération.
la Charte des Nations Unies, commentaire article par article, sous la direction de Jean-Pierre Cotte et Alain Pellet, édition Economica, et il est l'auteur de nombreuses préfaces à des ouvrages juridiques, économiques et littéraires. M. Kodjo a reçu beaucoup de distinctions honorifiques. Entre autres, il est docteur honoris causa de l'Université de Bordeaux 1, médaillé de bronze de l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne. Il est grand officier de l'Ordre du Mono, ça c'est le Togo, et commandeur de la Légion d'honneur France. Il est titulaire d'une vingtaine de distinctions étrangères, dont plusieurs grands croix. Il est officier des arts et des lettres France. Il est fait chevalier des palmes académiques France depuis 2 juillet 2014. Edem Kodjo, c'est un intellectuel africain, un homme assez complet, qui aborde tous les sujets avec cette facilité. Je ne sais pas, pour la petite anecdote, je peux vous dire que vous pouvez même aborder avec Edem Kodjo tous les sujets du monde possible. Vous pouvez lui parler sport, vous pouvez lui parler culture, vous pouvez lui parler littérature, politique, tout ça, il est dans tous ces éléments, il s'y retrouve. Sur le plan humain et professionnel, il est très carré, il est assez strict sur les méthodes, assez strict sur les résultats à produire. Mais derrière tout cela, vous découvrez, à votre grande surprise, un homme très gentil. Mais lorsque vous arrivez au travail, là, c'est la rigueur qui prime. Dans sa quête, n'est-ce pas, de la perfection, il lui arrive souvent de s'emporter. Et puis il est très impulsif parce que il veut que les choses soient faites non seulement dans les normes, mais avec la rapidité qu'il faut. Alors là, sur ce plan, il est très tatillon. Quand il était ministre des Affaires étrangères, il a été plusieurs fois envoyé par son président, qui était le président Yadema, porter les messages ou bien rencontrer plusieurs chefs d'État. Alors souvent, il y a les chefs d'État qui l'appréciaient et il le faisait connaître au président Yadema. Alors il disait, mais votre ministre, il est bien, il est brillant. Alors Yadema disait, mais c'est moi qui l'ai formé. Non, mais je ne suis pas dans tous ces secrets, mais quand même, je dirais que c'est sous l'aspect, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est tout le temps élégant, et quelqu'un qui se présente comme l'élégance même, mais c'est un grand sportif. Alors, il fait beaucoup de sport. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais il a tout le temps, même pendant nos voyages, il avait son vélo, la plupart du temps, quand l'occasion le permettait. Quand c'était, par exemple, on devait aller pour un séjour assez long, comme une semaine, tout ça, il prenait son vélo de sport, ou bien son tapis, il avait un tapis très petit, mais électronique, donc il avait avec lui, qu'on peut mettre rangé facilement dans une valise, et il faisait du sport. C'est le sport qui le maintient. Et il tient beaucoup à sa santé. Alors donc, il ne laisse rien au hasard. Dès qu'il y a un petit copain, bon, c'est les soins. Bon, Kodjo, mais je vais parler peut-être de ce que je connais de lui à l'organisation de l'unité africaine, qui est devenue par après l'Union africaine, comme vous le savez. Donc, Kodjo a rénové l'organisation. Quand nous étions allés, pour la petite histoire, les départements qui existaient étaient squelettiques. Il y avait à peine, dans certains départements, il y en avait 3. Alors que pour une grande organisation comme l'Union africaine et l'OUA à l'époque, il devait avoir plusieurs fonctionnaires. Alors donc il a trouvé ça un peu absurde et contraire à la mission qui était la mission de l'Organisation de l'Unité africaine. Alors donc tout de suite, il a passé à une réforme administrative et au recrutement. Alors donc la réforme administrative nous a donné
plusieurs départements pour mieux cerner les problèmes, n'est-ce pas, que l'Afrique avait à affronter. Donc ça passe des problèmes sociaux, politiques et puis économiques. C'est pour la plupart. Et éducationnels, culturels. Alors donc les départements ont été rééchafaudés, les départements ont été complètement refondus pour créer d'autres départements plus conséquents, plus à même de porter l'espoir de tout un continent. Bon, alors aussi, pour avoir la cour des franches, il a demandé, n'est-ce pas, que il y avait un qualificatif au titre du secrétaire général à l'époque. C'était le secrétaire général administratif. Il a dit non, qu'il n'est venu rien administrer ici, que lui, il doit avoir la cour des franches pour travailler. Alors il a demandé au chef d'État qui lui ont accordé de changer l'appellation tout simplement en secrétaire général. Donc c'est à partir de lui qu'on parlait de secrétaire général de l'OUA. Et sinon avant, c'était le secrétaire général administratif de l'OUA. Vous voyez, c'est trop restrictif. Donc ça veut dire qu'il est là seulement pour le secrétariat. Mais alors qu'il peut prendre des initiatives pour l'Afrique. Donc c'est à partir de là maintenant qu'il a dit, bon, ben, les problèmes politiques c'est bien, problèmes sociaux, mais la cause de tout cela, c'est parce que économiquement on n'est pas fort. L'Afrique a besoin de développement. Donc il a lancé un colloque en 1979. Il a pris des intellectuels africains choisis sur le volet, intuitus personnés, donc qui représentaient eux-mêmes. Donc ils ne sont pas venus dans le cadre d'un gouvernement ni d'une organisation, mais ils ont été pris à titre personnel. Donc pour réfléchir sur l'Afrique, bon, à l'époque je parle de 1979, donc quelle Afrique à l'an 2000? Bon, 2000 était loin et pas si loin, mais quand même à l'époque, vous voyez, en 79, 2000 c'est un peu loin. Donc ils réfléchissaient déjà, c'était de la prospection pour voir quelle Afrique. Alors, c'est les conclusions de ce colloque qui ont été présentées à un sommet. Le colloque a eu lieu à Monrovia en février 1979 et en juillet, il y a eu le sommet de l'organisation à Monrovia également. Et c'est là où les conclusions du colloque ont été présentées aux chefs d'État qui les ont approuvées. Et l'une des propositions, c'est de donner une impulsion, parce que l'idée était déjà là, donner une impulsion à l'intégration économique du continent. De là est née l'idée, n'est-ce pas, un traité, n'est-ce pas, où seraient consignées les clauses de création d'une communauté économique africaine. Entre-temps, donc je parle de 1979, donc il fallait convoquer un sommet extraordinaire pour s'occuper de ces affaires. Donc ça veut dire l'urgence qu'il voyait au développement de l'Afrique. Donc un sommet extraordinaire. Parce qu'il ne faut pas attendre que ce soit un sommet ordinaire, mais il veut donner un cachet spécial à ce problème pour que les chefs d'État pensent, réfléchissent économie. Donc, et développement. En avril 80, nous avons eu l'indépendance du Zimbabwe, où les rênes du pouvoir ont été remis au président Mugabe au stade de Rufaro. Ils appellent ça Rufaro Stadium à Harare. Et pour la petite anecdote, avec la musique du feu Bob Marley qui est venu animer. Bon, donc de là, nous nous sommes rendus directement à Lagos par l'avion présidentiel nigérien, donc avec le président Shehu Shahari. Donc nous sommes rendus à Lagos où devait avoir lieu ce sommet extraordinaire qui a adopté ce qu'on appelle le plan d'action de Lagos. Et à la fin du plan d'action, vous avez l'acte final de Lagos qui traçait les étapes à franchir pour parvenir à une communauté économique africaine. En 1983, tout juste après son départ, nous avons signé le traité d'Abuja. Donc le traité a été signé à Abuja en juin 1983. Je peux ajouter également que ça c'est le plan économique. Sur le plan des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme et des peuples que nous avons actuellement à Banjul a été pensée et créée par lui. Là, et aussi, il a convoqué une réunion d'experts à Banjul où il a lancé l'idée. Et l'idée a été agréablement
accueilli, je dirais, favorablement accueilli par le président Senghor d'alors, qui a demandé même que les conclusions, même son discours à l'époque, soient reproduits in extenso dans Le Soleil. Le Soleil, c'est le quotidien sénégalais. Alors ce qui fut fait, et c'est de là qu'est partie l'idée. Parce que vous savez que Senghor tenait beaucoup aux droits de l'homme, tout ça, donc l'idée lui a beaucoup plu. Donc il a lancé aussi, il s'est aventuré, je dirais, sur ce chantier, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Et aujourd'hui, nous avons cette commission qui existe à Banjul, grâce à son initiative. Vous me parlerez aussi du problème du Sahara occidental. Le problème du Sahara occidental qui était une époque très agitée. L'époque où quand j'ai été à l'OUA, il y avait tous les conflits du monde possible. Nous avions la Somalie, Éthiopie, les conflits entre les deux pays. Somalie, Éthiopie, Soudan. Nous avions les Tanzanie, Ouganda. Et tout ça là en même temps, et le Tchad. Ensuite, le Sahara occidental. Alors tout ça, il fallait le gérer. Et quelquefois, quand il envoyait même ses adjoints rencontrer ses chefs d'État qui le demandaient, parce qu'il ne pouvait pas être à tous les endroits, il n'a pas le don d'ubiquité, à ce que je sache. Alors donc, pour rencontrer les chefs d'État, il a envoyé de temps en temps Peter Ounou, qui était son adjoint pour les affaires politiques. Mais souvent les chefs d'État disaient non, il faut qu'il vienne lui-même. En fait, le Sahara occidental, c'était une incompréhension. Les pays qui s'acharnaient contre le secrétaire général voulaient un bouc émissaire. Parce que c'était une question d'admission d'État. Bon, dans les textes, même en droit international, un secrétaire général ne peut pas admettre l'État. Alors, il disait oui, mais pourquoi le secrétaire général fait ceci, pourquoi il a... Non. Mais voilà ce qui s'est passé. Il y avait deux groupes au niveau de l'Union africaine, des États membres. Donc il y avait les modérés, il y avait les progressistes, ce qu'on appelle les progressistes. Donc les progressistes, eux, veulent l'indépendance, la décolonisation, coûte que coûte. Le Sahara occidental a introduit sa demande d'adhésion à l'organisation. Bon, donc elle envoie au secrétaire général. Le secrétaire général ventile cette demande à tous les États membres. Maintenant, le secrétaire général recueille seulement l'addition ou bien les avis des États membres. Bon, un État peut dire, bon, ben moi je ne connais pas le Sahara occidental. Et un autre peut dire, moi je le reconnais. Nous on fait seulement la comptabilité, on comptabilise. Et la reconnaissance, c'était la majorité simple, tout simplement. Donc lorsque la majorité est atteinte, le secrétaire général dit, bon voilà, je viens de recevoir le 26e État membre, par exemple. Alors donc l'affaire a été présentée comme si c'était le secrétaire général qui a fait venir à l'OUA et le Sahara occidental. Il n'avait pas le pouvoir pour le faire d'ailleurs. C'est les États qui individuellement pris ont soit admis le Sahara comme État membre ou bien refusé de l'admettre. Alors l'admission a été effective où ? En 1980 au sommet de Freetown. Sommet de Freetown, le président Nyerere a posé la question au secrétaire général, parce qu'il faisait partie du groupe des progressistes. Il a posé la question en pleine séance au secrétaire général de leur faire le point sur la reconnaissance du Sahara occidental. Le secrétaire général a noté la question, mais le président de séance ne lui avait pas donné la parole. Le président Nyerere revient à la charge et le président de séance, qui était le président Siaka Stevin, lui donne la parole. Alors le secrétaire général dit, bon voilà, je viens de recevoir une note verbale. Il a montré la note verbale de la Sierra Leone, qui est le dernier État à reconnaître. Ce qui faisait la majorité qu'on voulait. Alors donc, il a seulement déclaré, il n'a même pas dit l'admettons, l'admettons, parce que ce n'est pas à lui d'admettre. C'est les États maintenant qui vont prendre une décision pour dire l'admettons. Voilà comment les choses se sont passées. Donc c'est la Sierra Leone qui était le dernier État, n'est-ce pas, a fait basculer vraiment les choses du côté des progressistes. Alors c'est comme ça que le Sahara occidental a été admis à l'Organisation de l'Unité africaine. Mais quand les autres États sont acharnés contre lui, mais il n'est pas resté les bras croisés. C'est là où je vous parlais de son caractère un peu impulsif et battant. Il a écrit un mémorandum à tous les chefs d'État pour leur dire, bon ben moi, en tant que secrétaire général, j'ai pris mes responsabilités.
Mais c'est à vous maintenant de prendre les vôtres. Et c'est un mémorandum qui existe, peut-être qu'il devait l'avoir, il doit l'avoir maintenant. Donc c'est là situer les responsabilités, et c'est après avoir situé les responsabilités qu'il avait quitté l'organisation. Bon, c'est comme ça, qu'il n'a pas été... Bon, pour ce qui concerne la réélection, donc le Togo disait qu'il n'avait pas de candidat, donc il n'y avait pas de candidat. Donc c'est comme ça qu'il n'a même pas été élu. Donc il n'y avait que lui, il n'y avait pas d'autres candidats. Bon, qu'une seule personne, une personnalité venant d'un État membre était le seul candidat et que le pays dit qu'il n'a pas de candidat, donc on ne pouvait pas procéder à une élection. Oui, c'est comme ça qu'on lui a désigné un intérimaire. Mais c'est dans ces conditions qu'il a quitté l'Organisation d'unité africaine après avoir terminé son premier mandat. En présence de Jean-Lucien Saoud de Tové, qui a fait ses études à l'école primaire protestante de Lomé et qui a eu le bonheur de faire la connaissance de Edem Kodjo dans les années 49, ce qui fait que nous cheminons depuis plus de 60 ans, puisque nous étions tous à l'école primaire dans la vieille cité où tout le monde se connaissait pratiquement, toutes les grandes concessions. Et nous avions l'habitude de jouer au ballon, certainement avec des amis qui sont encore là, et particulièrement à l'école primaire de Coquetimé, où il y avait la place pour jouer dans le vieux Lomé. Et vous voyez, donc cette amitié remonte à une centaine d'années, plus d'une centaine d'années. Puis on s'est retrouvé au collège Saint-Joseph, où mon aîné d'1 an, Edem, faisait lui la série D, qui est une série où il aurait pu faire une carrière d'ingénieur, tout comme il aurait pu être professeur de latin. Que moi je faisais la série B, latin et langue étrangère. Voilà, puis on s'est retrouvés en France, ensemble, parmi nos amis, nos camarades compatriotes togolais au sein des mouvements de jeunesse qui luttaient pour l'indépendance, au niveau du Jeune Togo, au niveau de la FEANF. Et puis après nos études, on s'est retrouvés encore au Togo et nous avons eu la chance de trouver nos épouses dans la même maison. Nous nous sommes mariés dans la même maison. Et c'est vous dire que cette amitié s'est transformée en une famille. Nos enfants se connaissent, se fréquentent, et nous-mêmes, c'était pareil. Et puis la vie politique nous a plu aussi, et on s'est retrouvés là, dans des formations différentes au départ. Et puis après, on s'est retrouvés dans une même formation où il assurait la présidence et moi la vice-présidence. Et conséquemment, quand il a fallu nous mettre au service de notre pays au sein d'un gouvernement, je me suis retrouvé avec lui alors qu'il avait déjà fait partie d'autres gouvernements, enfin. Mais quand nous avons pu aider à débrouiller certaines situations, nous avons eu à travailler ensemble au sein du premier gouvernement de 2005. Et après, on a continué à diviser ensemble sur l'avenir de notre pays. Lui, avec ses statuts de visionnaire qu'il avait particulièrement sur le plan panafricain, ce qui fait d'ailleurs que notre formation commune est la convergence patriotique panafricaine. Je puis vous dire qu'il s'agit là d'un homme qui a la conviction de ce en quoi il croit, ou ce qu'il veut faire, et qui a l'amitié chevillée au corps
une amitié très fidèle, puisque nous sommes encore là. Et ce n'est pas un grand cercle. À l'époque, nous n'étions pas très nombreux et le cercle ne s'est pas agrandi outre mesure. Nous sommes un groupe d'amis qui se sont connus il y a plus de 60 ans et qui se retrouvent toujours dans les moments heureux, tout comme dans les cas de malheur. Dieu merci, nous n'en avons pas beaucoup, mais ce qui nous conforte, c'est que nous avons toujours privilégié l'amitié sincère et surtout entre gens qui connaissent bien leur pays, qui aiment leur pays et qui ont des options claires sur un certain nombre de problèmes. Il faut dire que notre éducation y a contribué aussi, puisque nous avons toujours reçu notre éducation, la primaire, dans des écoles confessionnelles, lui à la mission catholique, moi à la mission évangélique. Et enfin on s'est retrouvés au collège Saint-Joseph aussi, où nous avons fait nos humanités, notre rhétorique et notre philo. Voilà, donc ce qui nous unit, ces qualités, c'est il aime ce qui est beau. Vous le voyez bien, c'est un esthète en matière d'art, et puis la peinture, la musique et tout, et puis vous le voyez, il a toujours contribué. D'abord, sur le plan sportif, il a fait partie du CNOT, il a joué au football, c'était un bon joueur de football. Je me rappelle encore ce fameux match que nous avons eu avec les ambassadeurs, le gouvernement togolais et les ambassadeurs, le corps diplomatique, lui et moi du côté du gouvernement, des membres du gouvernement. Nous étions tous deux secrétaires généraux à l'époque et nous avons renforcé l'équipe des ministres. Et en face, nous avions l'équipe des ambassadeurs avec... C'était l'arbitre, oui, il était l'arbitre. Oui, et je me rappelle encore ce moment-là. Et puis d'autres périodes où nous avons eu à apprécier le Togo dans des angles, disons, traditionnels, c'est-à-dire que il ne faut pas oublier que nous sommes issus du milieu paysan. Son père, bien sûr, et mon père aussi ont travaillé à Lomé, mais ils sont bien originaires de Michintore et de Mouepé. Nous avons des attaches sur le plan traditionnel, ce qui fait que nous sommes à l'aise, nous sommes particulièrement à l'aise, particulièrement avec ceux qui cherchent la vérité, recherchent la vérité et ceux qui sont fidèles en amitié. Vous savez, dans la vie d'un homme, pour tout un chacun, il y a des ombres et des lumières. Mais les lumières chassent les ombres. Vous le savez bien. Ce qui fait que M. Kodjo est un monsieur, avoir sa stature physique même, un homme fier. Et vous savez, quand vous êtes grand, on vous admire, on vous jalouse aussi. Celui qui ne vous connaît pas, tout de suite, pense que vous le toisez, que vous le snobez, etc. Il n'en est absolument rien. Dans un milieu privé, c'est un bout en train, un homme admirable avec qui il fait bon vivre, etc. Et puis, M. Kodjo a une mémoire phénoménale. Je me rappelle que quand nous avions 15-16 ans, 17 ans, eh bien, on a fait du théâtre, il jouait le rôle de Rodrigue dans le site de Corneille. Imaginez-vous qu'en un rien de temps, son rôle, il avait par cœur. Et nous avons fait des représentations ici au Togo, au Bénin. Il est capable de vous donner des tirades de telle œuvre, de la Pléiade, etc. Comme je vous l'ai dit au départ, il était capable de faire un ingénieur comme il pouvait être un professeur de langue. Des défauts, je vous dis, enfin pour moi, la lumière chasse l'ombre. Je n'en trouve pas qui puisse le caractériser. Peut-être qu'il s'est fait avoir parfois à l'amitié d'autres qui l'ont trahi. Peut-être un peu naïf, comme moi-même d'ailleurs. Mais vous savez, M. Kodjo est très chrétien, vous le savez bien. Même là encore aujourd'hui, il enseigne à l'Institut Saint-Paul, à des doctorants en théologie, etc. Et
Je suis très attaché à la religion. Et Edem m'a sauvé. Il m'a sauvé, il parle de son sauveur. Et je pense que c'est tout à fait normal. Enlever, ça veut dire il m'a sauvé. Quand vous le voyez, vous avez l'impression qu'il vous toise, puisque vous êtes tout petit peut-être, ou bien vous ne pas du tout. Les grands de taille, enfin relativement. Mais je vous dis, vous vous retrouvez avec lui, je dis, autour d'une bonne table, d'une bonne bouteille, on sait vivre aussi. Il ne fait pas de discrimination, il ne méprise pas l'autre, il est à l'écoute de l'autre. Et je puis dire aussi qu'il est très généreux et de cœur, et quand il peut le faire, joindre le geste à la parole, il le fait. Je garde de lui l'image d'abord de mon professeur. Il a été mon professeur à la Sorbonne quand on était en début de 3e cycle à la Sorbonne en 89 et 90. Et il nous a enseigné l'économie du développement. C'est d'abord la première rencontre avec lui. Je garde de lui l'image du patron qu'il a été pour moi, puisqu'il m'a pris comme son assistant. Et ensemble, nous avons créé la revue Afrique 2000, revue africaine de politique internationale, alors que j'étais encore étudiant en thèse de doctorat, ce qui est un honneur pour moi. Et je garde de lui le grand frère qu'il est devenu pendant ces 30 dernières années, puisque nous avons continué à cheminer ensemble. J'ai dirigé sa revue à Paris, Afrique 2000, pendant quelques années, avant de retour au Cameroun. Lui-même est rentré dans son pays. Tous les promoteurs de la revue sont rentrés dans leur pays. La revue, à l'époque, était une revue africaine de politique internationale. Il était question, en pleine période d'afro-pessimisme en France, de donner un visage positif de l'Afrique. Montrer que l'Afrique, ce n'est pas seulement le côté noir. Il faut se rappeler qu'en 90, la presse occidentale s'est acharnée sur l'Afrique, montrant que, avec des titres tellement graves que nous sommes, par sursaut patriotique africain, réveillés avec un certain nombre d'intellectuels africains de la diaspora et d'Afrique. Par exemple, je dis dans l'ouvrage que je lui consacre, je rappelle toutes les grandes figures camerounaises qui ont publié, que ce soit professeur Pondi, professeur Sindjoun, professeur Moukoko, Olinga, fait tous ces jeunes générations, Achille Mbembe, Célestin Monga, tous ces gens se sont joints à d'autres Africains de renom, Babacar Diaye, Boutros Ghali, etc., pour ensemble animer cette revue que je dirigeais à Paris, sous son aile, effectivement, et je garde de lui l'image d'un homme qui aimait la culture, qui aimait l'Afrique, et qui a vraiment consacré, y compris ses propres moyens financiers personnels, pour faire vivre une revue et une image de l'Afrique. Donc c'est un grand frère, un père, et que je viens de perdre. Et j'ai vécu toute cette période de deuil jusqu'à son enterrement il y a une dizaine de jours comme quelque chose de personnel, puisque nous avions des rapports personnels. Il est venu plusieurs fois au Cameroun, nous nous sommes vus, je suis allé plusieurs fois au Togo quand il était Premier ministre. Donc il m'a pris comme un frère, comme un ami, un jeune ami, et j'ai auprès de lui beaucoup appris. Ce que je peux dire, c'est que je suis heureux de lui avoir rendu hommage de son vivant, parce que souvent on rend hommage quand les gens sont morts. Je suis allé au Togo lors de la création de sa fondation il y a quelques années, Pax Africana, et il m'avait invité, devant un parterre de personnalités présentes, il m'a laissé lui rendre hommage publiquement et lui remettre un tableau qui est pour moi symbolique de notre relation, comme je savais qu'il aimait beaucoup l'art. Et je suis heureux d'avoir pu lui rendre hommage en publiant cet ouvrage quelques mois, beaucoup de mois avant sa mort. Un ouvrage qu'il a pu regarder, il était au courant de la publication de l'ouvrage. Vous êtes certain qu'il a lu? Oui. Edem Kodjo est un Africain entre deux siècles. L'idée était de transmettre, parce que l'homme aimait transmettre le savoir. Il aimait échanger, partager son savoir. Et j'ai pensé que, en tant qu'enseignant d'université, enseignant à l'Institut de Relations Internationales, j'ai associé une bande de jeunes qui font des thèses de doctorat en Relations Internationales et qui étaient en fin de master, pour que je sois un peu comme leur coach, pour que
qu'ils reprennent la pensée de Deme Kodjo. Je leur ai donné les documents, je leur ai laissé la liberté de dire ce qu'ils pensent de l'homme et de son œuvre. Et sous la coordination j'ai pris une préface du professeur Pondi et une postface du professeur Koufane pour qu'on mette en perspective ces jeunes. Et vous verrez que c'est un ouvrage qui, finalement, aujourd'hui, bon, il est plus en vente sur Amazon. Ce qui est dans le monde entier, les gens peuvent le commander sur Amazon, mais c'est un ouvrage qui permet de comprendre l'action, l'œuvre et le parcours exceptionnel d'un grand Africain. Voilà, j'ai peut-être envie de vous demander par simple curiosité, vous avez dit il a lu l'ouvrage, quel a été son commentaire, quelle est l'impression qu'il en a eu après lecture? Quand les gens ont vu l'ouvrage au Cameroun, on dit mais parfois l'ouvrage est critique, est-ce que Edem aurait aimé ça? Je dis vous ne connaissez pas Edem. Edem, monsieur Edem Kodjo était quelqu'un qui aimait la contradiction, aimait le débat. Il n'avait pas besoin que les gens se censurent. La revue que nous avons créée en 90 en France était une revue de liberté. Tant qu'on respecte l'Afrique, tant que ce n'est pas excessif. C'est pour ça que même dans mon comportement administratif et politique, je ne suis pas dans la démesure parce qu'effectivement j'ai appris à jouer des équilibres. Donc, tant que ce que vous dites est vrai, vous verrez que les jeunes ont pu critiquer. Par exemple, ce qui est le plus critiqué dans son parcours, c'est son parcours national au Togo. Ça aussi, ça apparaît dans l'ouvrage, sans fioriture. Non, il a beaucoup apprécié. Dans tous les cas, comme il a dit, il n'attendait pas moins de moi, de savoir que je peux lui faire vraiment dommage, parce qu'on a été très proches, on a partagé beaucoup de choses. Je suis comme un grand frère, on a beaucoup. Je me souviens, comme parler de souvenirs, le souvenir le plus agréable que j'ai eu, c'est que quand on se séparait, pour que je rentre en Afrique et lui aussi rentrer en Afrique, tout le fonds documentaire qu'on avait gardé dans l'institut qu'il a dirigé et la revue, il m'a demandé de prendre les ouvrages que je voulais et j'ai ramené plein d'ouvrages que je n'aurais pas pu avoir autrement. Donc c'est quelqu'un qui avait le sens du partage du savoir, le partage de la vie et qui avait une très très grande expérience. Et donc non, il a beaucoup aimé. C'est dommage, nous avions le rêve de le lui remettre à même propre au Cameroun quand l'ouvrage est sorti. Et de demander au gouvernement camerounais que l'IRIC lui accorde, et ça on travaillait dessus avec le professeur Pondi. L'IRIC, l'Institut des Relations Internationales, lui accorde un doctorat honoris causa pour toute son œuvre panafricaniste, puisqu'il fait partie de ces rares Africains qui ont continué à croire au rêve de Nkrumah. Malheureusement, il est tombé malade, il est parti en France et sa maladie a duré. Et on n'a pas pu faire ce dernier rêve qui était de le faire venir ici, malgré son âge, 82 ans, venir ici et que les jeunes qui ont travaillé avec moi, qui ont 25 ans, 30 ans maximum, qu'ils puissent voir que son travail n'est pas perdu. J'ai pris le flambeau, je l'ai transmis à la génération d'après. Il aurait été très heureux à la fin de sa vie de voir que c'est un patriarche qui s'en va. Et ça, c'est le seul regret que j'ai, mais sinon, j'ai été heureux de voir tous les hommages qui lui ont été rendus dans le monde entier lorsqu'il est mort, parce que c'est assez rare pour un Africain. À vous entendre parler, on note davantage une relation non plus peut-être professionnelle ou académique, mais personnelle avec le personnage Edem Kodjo. Vous lui avez consacré donc votre livre, 264 pages. Après avoir écrit un livre comme celui-ci, j'ai envie de vous demander, professeur, qui est Edem Kodjo? C'est un Togolais. C'est un Togolais qui est parti de son Togo natal pour aller étudier en France. C'est un Togolais parmi les premiers Africains qui, dès les années d'indépendance, ont fait l'École nationale d'administration française, l'ENA. Il a fait l'ENA française. C'est un Africain qui était très militant, qui a milité à la FIANF, Fédération des étudiants d'Afrique noire française, à l'époque, qui luttait pour l'indépendance de l'Afrique et pour qu'on décolonise les pays africains. Très tôt, c'est quelqu'un qui aimait le savoir. Donc et qui aimait l'Afrique, puisque dès qu'il a fini ses études, il a travaillé un peu en France et il est rentré au Togo. Servir son pays, le Togo, à l'époque c'était Yadema, dans les années 65-66, il est rentré au Togo, et il a travaillé aux côtés de Yadema le père, Gnassingbé Yadema, et il a occupé des postes de ministre des Affaires étrangères, ministre d'abord de l'économie et des finances, ministre des Affaires étrangères, et à 39 ans, le Togo l'a proposé pour être secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Il a été secrétaire général de l'OUA, et il a fait un mandat qui s'est terminé par des problèmes un peu compliqués avec l'affaire du Sahara occidental. Et il est parti de l'OUA
sans avoir terminé le travail, mais l'histoire retient qu'il est le père du plan d'action de Lagos, que c'est sous sa houlette qu'on a fait la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et beaucoup d'actions de ce genre-là. C'était un bâtisseur qui aimait laisser des traces de son passage. Après, il a été, je vais dire que ministre, diplomate, intellectuel, professeur d'université, puisqu'il a été professeur invité à la Sorbonne pendant une décennie. Il est rentré dans son pays, il a été Premier ministre 2 fois et il a terminé médiateur de la République, médiateur international grâce à la fondation qu'il a créée qui s'appelle Pax Africana et qui est à Lomé. Et aujourd'hui, pendant les dernières années, il a été médiateur à Madagascar, médiateur en RDC, au Sénégal, etc. Donc c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à l'international et au national. Au national, à l'international, mais davantage à l'Afrique. L'engagement d'Edem Kodjo a été marqué, du moins a été développé au sein de la FEANF, dont vous parlez, la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France. Au sein de cette association qui, à l'époque, portait l'égérie de la future génération africaine, comment est-ce que son engagement s'est marqué vis-à-vis de l'Afrique? Lui, il était étudiant à Rennes, nous a-t-il souvent dit, à Rennes en France, dans une ville de province. Et cette fédération d'Afrique noire française était scindée par région. Donc il était le patron de la fédération à Rennes. Donc c'était des Africains qui étaient partis étudier en France à la veille des indépendances ou alors au début des indépendances. Et il y avait une catégorie de ceux qui ne voulaient pas militer et une catégorie qui a milité. Lui, il fait partie de ceux qui ont vraiment milité. Et il nous rappelait souvent qu'ils ont marché, lorsqu'on a tué Lumumba, ils ont marché devant les ambassades occidentales en France et tout le reste. Donc c'était un militantisme d'action. La FEANF fait partie de l'histoire de l'Afrique. Et ça a été un vivier à travers lequel beaucoup de grands hommes africains sont connus aujourd'hui. Alpha Oumar Konaré du Mali a été à la FEANF, le président Alpha Condé a été à la FEANF, etc. Donc, tout le monde n'a pas été à la FEANF. Donc, effectivement, voilà les gens. Et Amadou Matambo a été à la FEANF, celui qui a été patron de l'UNESCO après. Et il nous disait que ce vivier a servi parce que, par exemple, pour qu'il puisse briguer le poste de secrétaire général de l'OUA à 39 ans, c'est aussi cette génération de gens qui rentraient dans leur pays, étaient en poste dans leur pays, les cadres formés en Europe, et ensemble, ils l'ont porté vraiment à ce poste-là, parce qu'effectivement, ils se sont connus dans les moments de lutte pour l'indépendance, pour la dignité de l'Afrique, pour le respect du continent, pour la décolonisation du continent. Voilà, professeur, quel est le bilan donc qu'on peut établir du passage de Edem Kodjo au sein du Rassemblement du peuple togolais? Vous avez évoqué tout à l'heure son engagement national. Qu'est-ce que vous retenez en termes de bilan? Oui, pour beaucoup de Togolais, je l'ai écouté encore depuis qu'il est mort et pendant toute la période avant l'enterrement qui a eu lieu il y a 10 jours, il reste comme l'idéologue du parti au pouvoir. C'est Edem Kodjo qui a fait les textes du parti. C'est lui qui a fait les textes de RPT, le Rassemblement du peuple togolais. Oui. C'était un vrai idéologue. Dans tous les cas, il aimait beaucoup écrire. Donc c'est lui, l'idéologue. On lui reproche au Togo. Ce qu'on retient, c'est qu'il a été ministre plusieurs fois. Il a été gouverneur de la BCAO, il a été un des pères fondateurs de la CEDEAO, puisque la CEDEAO, avant sa mort, lui a donné même le titre d'ambassadeur à vie pour tout le travail qu'il a fait dans la création de la CEDEAO. Et donc, pour revenir au Togo, il a été Premier ministre 2 fois, Premier ministre d'abord du père Eyadema, parce que dans les années 90, il est rentré au Togo après une longue période d'exil et il a créé un parti politique. Il est allé aux élections présidentielles, même s'il n'a pas pu les faire, il s'est retiré à la dernière minute. Et après les élections, le président Eyadema l'a appelé pour être Premier ministre dans une situation assez compliquée. Et il a été Premier ministre la première fois, il est parti. Lorsque le fils Eyadema est arrivé au pouvoir, lui aussi avait des problèmes. Parce que le problème d'Edem Kodjo, c'était quelqu'un qui avait un grand carnet d'adresses au niveau international et qui peut... Ce genre de choses intéresse beaucoup nos pays, de savoir quelqu'un qui peut ouvrir les portes à gauche et à droite. C'est quelqu'un qui a une facilité de communication avec l'international et il a donc servi son pays. Donc globalement, j'écoutais les Togolais parler.
certains peuvent le reprocher d'avoir travaillé avec le régime et Adema père et fils. D'autres qui l'aiment bien trouvent que même s'il travaillait avec eux, il était plutôt considéré comme quelqu'un qui n'est vraiment pas du cru. C'est quelqu'un qui a la tête vers l'international et très peu la tête sur le Togo. Il était un peu différent. Voilà quelqu'un, je dois le dire, parce que en fait, notre génération, quand on regarde nos aînés, quand on voit aujourd'hui ce qu'est devenu l'Afrique, les gens qui ont été à des postes aussi importants que lui, ce qui reste de leur passage, c'est la corruption, c'est l'argent de l'État. Je n'ai jamais entendu un seul mot de ce genre, de ce personnage. Donc, ce qui l'intéressait, c'est la culture, c'est servir son pays, servir l'Afrique et donner une dignité dans la façon de gouverner. D'ailleurs, l'autre jour, c'est le Saint-Monga qui, dans l'hommage qu'il lui a rendu, qui disait qu'il était de la race des seigneurs. C'est-à-dire, quand vous le voyez, même son port altier personnel, donc son comportement, son vestimentaire était quelque chose de princier. Et dans sa démarche, dans sa vie, dans son comportement, il y tenait et son entourage était fait de gens comme ça. Je dois dire qu'il nous a beaucoup moulé dans cette façon de respecter la dignité de l'Afrique, de se comporter comme fonctionnaire de l'État avec une certaine dignité et un respect du sens de l'État. Donc voilà ce qu'il a laissé comme image. Ses collaborateurs que j'ai écouté commenter disaient vraiment que c'était un vrai patron qui leur montrait les règles fondamentales du fonctionnement de l'État, puisqu'il est formé à la science de l'État. Étant formé à l'ENA de Paris, c'est quelqu'un qui, dans la génération des Africains, font partie des premiers Africains à être formés à l'ENA. Champion. À la gloire de notre Togo et célébrer sa bonté. Dans vos écoles, dans vos la nation. Aussi devant chacun, fleuve majestueux dans la prestige de son. Une émission de promotion de la culture de l'excellence à travers l'histoire, témoigner du parcours tant académique que professionnel de modèles de champions en vue de susciter l'émulation chez les jeunes. Cassiège Togo, les jeunes qui osent.